Bonsoir, l'Afrique du dedans et du dehors. Nous sommes heureux de vous connaître nombreux, de vous savoir nombreux devant vos petits écrans, dans le cadre de votre émission Ourou Africa, qui réunit les enfants d'Afrique et défend la cause africaine. Aimé Césaire disait dans Lettre à Maurice Torres, il y a deux manières de se perdre. L'une par ségrégation murée dans le particulier, l'autre par dilution totale dans l'universel. L'Afrique doit donc se battre pour devenir son propre centre et sa force propre. C'est pour cela que nous débattons tous les lundis, lorsqu'il est 21h, sur les antennes de Info Télévision, au canal 307, des questions spécifiques à l'Afrique. Nous voulons réveiller les Africains grâce à l'intelligence africaine. Nous pensons l'Afrique à partir du continent. Ce soir, nous avons une thématique majeure. Nous allons questionner l'héritage des langues issues de la colonisation. Que faire des langues héritées de la colonisation? Trois principalement, le français, l'anglais, l'espagnol. Ces langues qui nous ont colonisés et qui peut-être seraient devenues nos langues. Qu'est-ce que nous devons en faire? Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Quel impact elles ont dans notre vécu quotidien? Telle sera la problématique centrale de nos échanges ce soir. Mais à côté de ça, nous allons aborder de manière assez cursive la question diplomatique qui oppose les États du Cameroun et du Tchad. Vous êtes certainement au courant que deux peuples frères, le Tchad et le Cameroun, qui ont une longue relation de fraternité, qui ont une frontière commune, qui ont beaucoup d'intérêts communs, sont en disgrâce depuis quelque temps. L'ambassadeur du Tchad au Cameroun a été rappelé pour consultation. Nous allons essayer de comprendre quel peut être l'impact d'une telle décision. Est-ce que la question des gouvernements ou des régimes militaires que nous avons évoqués ici avec vous la semaine dernière aurait à voir avec l'attitude qualifiée par certains de martiale, ou alors c'est une attitude sage que le président Mahamat Idriss Déby a prise pour résoudre un problème qui se pose entre deux peuples d'Afrique. Pour évoquer toutes ces questions, nous sommes allés rechercher très loin des personnalités de l'université camerounaise, des plus huppés, pour vous éclairer, pour éclairer la lanterne des Camerounais. Alors, nous avons avec nous, pour ce faire, d'abord des sociolinguistes, des linguistes, mais aussi un psychothérapeute qui est parmi nous. Nous allons les introduire tout de suite en commençant par le docteur Banga Jean Désiré. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Hervé. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes enseignant de la didactique des langues. Qu'est-ce que c'est la didactique des langues? La didactique des langues, c'est l'art de l'enseignement des langues. Enseigner les langues. Comment enseigner les langues? Oui, en effet. Alors, vous enseignez comment enseigner les langues. Exact. Votre expertise nous sera d'un très grand apport, nous pouvons l'imaginer. Merci. En face de vous, nous avons le professeur Alexis Belibi, sociolinguiste. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Comment vous allez? Très très bien. Sentez-vous à l'aise sur le plateau d'Info Télévision? Merci. Mais c'est quoi un sociolinguiste? Un sociolinguiste, c'est un spécialiste de linguistique d'abord, parce que le sociolinguiste est à la base linguiste. Mais le sociolinguiste se préoccupe maintenant d'un certain nombre de dossiers spécifiques à ce courant de linguistique et la sociolinguistique. Par exemple, les problèmes de contact de langue, par exemple, les problématiques des interactions verbales, par exemple, les problématiques de la variation dans un corps social, les problèmes de variation, comment les langues varient, quels sont les facteurs de variation, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois que vous êtes en plein dans votre élément lorsque nous évoquons la question des langues héritées de la colonisation. Tout à fait. Merci de savoir que vos éclairages pourront nous aider. En face du professeur Alexis Belibi, un professeur de psychologie et très précisément de psychologie clinique. Professeur Mailly, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez, professeur? Oh, ça va. Ça va. Mais c'est quoi la psychologie clinique? Je me dis que ce doit être la partie de la psychologie qui s'occupe des gens qui ont des problèmes. Des problèmes de santé, des préoccupations de santé mentale, des troubles de comportement et autres. Vous vous trouvez à l'aise dans un sujet comme celui que nous évoquons? Je me dis que je ne suis pas très éloigné de ce propos-là. Est-ce ce sujet ressortit précisément de la psychologie ou vous avez des connaissances transversales qui pourraient vous permettre de nous apporter plus d'éclairage encore?
Je pense que les problèmes de linguistique sont bien posés peut-être dans le cadre de la psychologie. Ils sont tout aussi bien posés dans le cadre de la philosophie, de l'histoire et d'autres disciplines. D'accord. Merci d'être parmi nous. Alors, nous allons prendre une petite transition et annoncer le sujet de mise en bouche. Nous vous le disions déjà à l'entame, le Tchad et le Cameroun ne fument pas le calumet de la paix ces derniers temps. L'ambassadeur du Tchad au Cameroun a été rappelé pour consultation par le président Mahamat Idriss. J'espère que certains d'entre vous ne sont pas étrangers à cette information. Docteur Banga, vous êtes au courant de cette situation conflictuelle entre le Cameroun et le Tchad? Oui, j'ai suivi l'information sur les réseaux sociaux d'abord et dans la presse. Mais comment vous interprétez cet acte de rappel de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun par l'État tchadien? Oui, pour nous, l'État tchadien a utilisé un instrument d'expression diplomatique. Oui, c'est pas toujours usuel, mais c'est prévu dans l'expression de la diplomatie internationale. Hein, le rappel d'un ambassadeur. C'est un peu étrange parce que nous faisons partie des mêmes groupes, la CEMAC, etc. Mais je pense que ça traduit un peu un déficit de communication entre les deux pays. Et le Tchad a utilisé cette expression cette manière pour s'exprimer, tout simplement. Nous savons que notre diplomatie est un peu discrète, souvent là. On a l'air de souvent garder des diplomates 10 ans sur place. La chancellerie, les relations entre les diplomates et la chancellerie ne sont pas toujours évidentes. Et donc la communication avec le sommet de la diplomatie n'est pas toujours évidente. Peut-être que c'était pour le chef de l'État tchadien une manière de se faire entendre. Alors, merci. Professeur Belibé, un président a-t-il besoin de grogner fort pour se faire entendre? Est-ce que le président tchadien n'y est pas allé de main trop forte? Pour ma part, je ne pense pas. Moi, je souscris entièrement à ce que vient de dire le professeur Jean-Désiré Banga, à savoir que le chef d'État tchadien a eu recours à des instruments qui existent et qu'il a tout simplement voulu attirer l'attention de son homologue sur une situation qui, probablement, vue du côté des Tchadiens, est mauvaise, dangereuse. Je crois que nous devons questionner la relation Cameroun-Tchad dans la durée. Il me semble que dans la sous-région, s'il est un pays qui entretienne d'excellentes relations avec le Cameroun, c'est bien le Tchad. Je voudrais dire qu'à l'université où nous enseignons, mes collègues ici présents et moi, nous recevons une forte... nous recevons beaucoup d'étudiants tchadiens. Moi, à l'école normale supérieure, dans toutes les classes, dans toutes les filières, nous avons de nombreux tchadiens qui nous donnent satisfaction. Je voudrais donc dire que pour moi, il s'agit juste d'un problème de communication, me semble-t-il. Parce que il me souvient que quand le Cameroun, il y a quelques années, a été confronté au péril Boko Haram, eh bien, le seul pays qui soit venu au secours du Cameroun, c'est le Tchad, qui a perdu de gros moyens au plan pécuniaire, financier et autres, mais surtout qui a perdu des soldats pour la cause du Cameroun. Je crois que nous avons là un pays, non seulement ami, mais frère, qui est à l'écoute de ce qui se passe au Cameroun. Je voudrais aussi dire que le Tchad n'a pas d'ouverture sur
Sur la mer. Sur la mer. Et nous sommes son ouverture sur la mer. Je crois que nous sommes intimement liés en sorte que, pour ma part, il y a lieu de considérer qu'il s'agit juste d'une petite fièvre, mais pas plus. Alors, le professeur Belibé parle d'une petite fièvre et le clinicien, lui, il va peut-être aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe dans la psychologie d'un chef d'État qui décide, pour des questions qui auraient pu, nous l'estimons, se régler de manière plus pacifique, plus douce, décide de rappeler son ambassadeur? Est-ce que ça ne ressortit pas de l'attitude martiale des régimes militaires? Bon, je me dis que lorsque ça se fait en France, il rappelle les ambassadeurs, il convoque l'ambassadeur de Chine pour demander pourquoi telle déclaration a été faite, comme c'est en train d'être fait, comme cela est le cas dans les pays européens et autres. Personne ne parle d'attitude martiale. Donc je ne vois pas vraiment où il y a une attitude martiale. Je pense plutôt que c'est une manière de faire, c'est même pas un instrument. Une manière de faire pour montrer que là, ça ne va pas. J'ai mon ambassadeur, je le rappelle, commencez à réfléchir. Un pays qui se fait illustrer par des voleurs, des gens qui vivent de plus bande et qui en font... c'est une injure faite à l'État du Cameroun. C'est une injure faite au Cameroun si ce qu'on dit ou ce qu'on décrit là, des Camerounais l'ont fait. Donc, le plus beau et le plus malin aurait été sans doute que l'on réglât le problème rapidement et à la base. Mais s'il fallait que l'autre, parce qu'il était un peu peut-être lui-même dépassé par les événements, il vous le fasse remarquer en disant, vous ne faites rien, bon, moi si je me croise les mains par exemple, alors vous commencez à bouger, à en parler. Peut-être s'il n'a pas fait ça, on n'a pas parlé. Et nous nous contenterions peut-être d'une cité de prébande dans laquelle on vit bien. La semaine dernière, ici, nous discutions des régimes militaires en Afrique. Et j'aimerais vous faire écouter ce que dit un militaire sur les régimes militaires en général. La régie va s'occuper de nous faire suivre cet extrait. Il est du colonel Dr Didier Badiek sur la question des régimes militaires en Afrique. Eh bien, je le dis parce que je suis un soldat. Peut-être à la retraite, oui, mais je vis la réalité. J'ai vécu la réalité du management militaire. C'est un management rugueux, n'est-ce pas? C'est un management hiérarchique. Peut-être qu'on en a besoin. Je ne suis pas sûr. Déjà, l'appétit venant en mangeant, dès que le militaire s'installe, il ne quitte plus. On crée, n'est-ce pas? Il développe les mêmes travails. Appelez ça comme vous voulez, conseil de transition et autre chose. On met juste à côté peut-être quelques civils, n'est-ce pas, pour saupoudrer, pour dire que les décisions sont prises, n'est-ce pas, de manière consensuelle, mais au fait, on dirige, n'est-ce pas, d'une main de fer. Et le militaire n'a pas de culture politique. Pour diriger un pays, quand même, il faudrait un minimum de culture politique. Il ne faudrait pas prendre ses désirs pour des réalités. C'est vrai que ça choque plusieurs personnes, que moi, militaire, je dis que je préfère qu'il y ait d'autres forces beaucoup plus convaincantes dans le système de la prise de conscience politique qui arrive. Il y a eu des prises de pouvoir ici qui se sont déroulées suite à une révolution. Et vous vous rendez compte que ces pouvoirs-là, je veux dire, ces situations politiques sont un peu plus stables que celles, n'est-ce pas, qui sont successives à un coup de force militaire. Parce que, je vous l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, que le militaire n'a pas ce réflexe du consensus. Vous ne pouvez pas diriger aujourd'hui un pays sans le consensus. Il faudrait être capable de comprendre que j'ai besoin d'un économiste qui viendra me dire ce qu'il faut faire. J'ai besoin d'un politiste, j'ai besoin d'un sociologue, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les militaires ne comprennent pas cette diversité, ces variables. Je ne vais pas dire... aujourd'hui, par exemple, l'armée camerounaise, c'est une armée qui est élitiste. Hein. Il y a toutes les spécialités, c'est un corps qui est bien, qui est professionnel, mais ce n'est pas la question. La question, c'est le moule. Quand vous faites allusion, par exemple, aux armées, aujourd'hui au niveau du Cameroun, l'armée camerounaise est une armée qui est républicaine.
La preuve, c'est que le 6 avril, l'armée camerounaise s'est penchée du côté qu'il fallait. Elle a défendu les institutions. Elle a défendu les Elle institutions. n'a pas profité pour se substituer. Du tout. Et je pense que ça n'est pas la solution en Afrique. La solution en Afrique, c'est la prise de conscience, l'éducation politique, pour que aujourd'hui le militantisme, n'est-ce pas, soit un militantisme ouvert, réaliste, qui s'ouvre, n'est-ce pas, parce que il y a des bases solides de ce. Aujourd'hui, vous avez des gens qui militent, mais qui ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils militent. Donc, alors, une expression est revenue. Le management militaire est un management rugueux. C'est un militaire qui parle d'autres militaires. Et il jette un regard global sur les régimes militaires. Docteur Banga, est-ce qu'il n'y a pas un peu de rigidité dans l'attitude du Tchad? Je sais, et je suis d'ailleurs totalement ébloui et satisfait de voir que des Camerounais abordent une question comme celle-là sans parti pris. Mais est-ce que ce n'est pas un peu rugueux quand même? Je ne pense pas que ce soit vraiment rugueux. Je pense qu'il y a du sang neuf. Oui. Le chef de l'État tchadien apporte du sang neuf dans la gestion des affaires. Peut-être qu'il faudrait aussi du sang neuf du côté du Cameroun? Je ne sais pas. Vous évitez de parler du Cameroun et de son management? Est-ce qu'il faudrait du sang neuf du côté du Cameroun, Dr Banga? Bon, le psychologue va nous expliquer cette attitude, hein, oui, voilà, tout à que vous venez d'avoir au moment où on pose une question, alors qu'il n'y a pas de moustique dans le studio. Alors, est-ce qu'il faut du sang neuf, Dr Banga, pour le cas du Cameroun? Le Cameroun est bien tel qu'il est. Chaque pays a ses caractéristiques et sa nature. Je ne voudrais pas me prononcer sur le Cameroun. Je ne vais pas vous embarrasser davantage. Professeur Bilibi, la question qui nous préoccupe, c'est celle de l'attitude un peu brutale. Parce que nous estimons quand même que le Tchad aurait pu encore négocier, aurait pu encore communiquer. Vous avez d'ailleurs reconnu vous-même qu'il y a une sorte de déficit de communication. Est-ce que ce n'est pas dans la caractéristique des régimes militaires d'être ainsi rigides et rugueux? Ce n'est pas mon point de vue. Je réitère ce que j'ai avancé tout à l'heure, à savoir que il y a des instruments et l'État du Tchad a fait recours à ces instruments. Dans les règles de la diplomatie classique. Conformément selon les règles de l'art. Ce qu'on peut penser, c'est que il y a du côté de la haute hiérarchie au Tchad une certaine jeunesse. Et moi, je crois qu'il faut laisser au chef d'État tchadien le temps de se familiariser avec un nouvel emploi. Cet homme vient du front. Quand il a été promu chef d'État, il venait du front. Il a fait carrière comme militaire. Il y a une certaine jeunesse qui serait synonyme de manque d'expérience ou alors de vélocité. Un peu de tout ça, mais je crois que, parce que nous pouvons comparer, nous pouvons établir une comparaison entre le père et le fils. Il y a certainement eu, moi je suis sûr que à l'occasion du long règne d'Idriss Déby, non, moi je suis sûr qu'il y a eu, je ne dirais pas des conflits, mais de petites querelles à la frontière Tchad-Cameroun, mais qui n'ont pas donné lieu à un rappel de l'ambassadeur. Je crois donc ce garçon, nous devons... C'est un chef d'État. Oui. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, garçon? Le chef de... La République du Tchad risque de ne pas apprécier... Oui, je retire le mot. Je voulais dire que le jeune chef d'État, eh bien, a besoin d'un certain temps pour se familiariser avec les rouages de la diplomatie. Lui, comme
je le disais tout à l'heure, lui qui nous vient directement du front. Notre chef d'État est plus accoutumé, plus à l'aise dans ce genre de situation. Il a géré beaucoup de conflits, il en gère encore, mais de façon, si vous me permettez le mot anglais, de façon très soft. Et voilà donc ce garçon arrive, ce jeune chef d'État arrive et il est confronté à une situation. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu d'en faire quelque chose de particulier. Je trouve qu'il a été, pour ma part, il a été sage de recourir aux instruments qui existent dans le domaine de la diplomatie et il a voulu attirer l'attention du Cameroun sur une situation gênante. Je suis sûr que son homologue et lui vont se rencontrer et aplanir toutes les difficultés qui éventuellement pourraient surgir sur la voie paisible qu'a toujours emprunté la relation Cameroun-Tchad. Moi, j'en suis convaincu. Professeur Marc Bruno Mailly, j'ai, dans les propos du professeur Belibi, retenu un mot. Le jeune président tchadien sort du front. Vous qui êtes clinicien, est-ce que quand on sort du front, on ne conserve pas certains avatars du front? Je ne sais pas, ça doit exister, mais j'ai l'impression que c'est nous qui jouons aux diplomates et qu'il n'y a pas un problème entre le Tchad et le Cameroun, mais que le Tchad a besoin d'attirer l'attention sur des attitudes de prébande qui doivent s'arrêter. Et je pense que ce sont des coutumes essentiellement, c'est-à-dire habituelles. C'est vrai, tout à l'heure j'ai dit, lorsqu'on le fait en France, sur l'affaire récente de la déclaration des Chinois, tout le monde appelle les ambassadeurs russes pour venir s'expliquer. On ne prend pas ça. On ne dit pas, oh, ils sortent de front. Non. Tout le monde trouve que c'est normal. Donc pourquoi est-ce que ce que le Tchad fait et qu'il n'est que trop normal, on a besoin de se mordre la langue pour en parler? Il me semble que c'est bien ce qu'il a fait. La preuve, c'est qu'une fois fait, ça attire notre attention sur le fait qu'il y a des prébendiers et qu'un régime de prébendiers, ça peut suffire un temps et qu'il faut passer à autre chose. Et maintenant, que l'on imagine que parce que le Tchad fait ça, ou que le Cameroun réagisse à temps ou pas contre temps, il y a des problèmes entre nos deux pays, il ne me semble pas. Nous continuerons à encadrer les étudiants tchadiens autant qu'on peut et quand ils viennent. Et on ne se préoccupe même pas de tout ça, ni eux ni nous. Et je pense même, tout c'est ce qui vient gâter, non pas les relations avec les pays, même la dynamique de vie. Parce que nous, on ne construit pas un avenir sur de la prébande. Or, ce que le Tchad dit, et c'est ça qui est vaste, et c'est ça même qui est sain, qu'il faut arrêter un certain nombre de comportements, en supposant qu'eux-mêmes aussi ne les ont pas. Alors, vous avez suivi les interventions des intellectuels camerounais, mais africains aussi. Et cet esprit de panafricanisme que nous soutenons. Les professeurs disent l'université camerounaise ne se mêle pas et ne se mêlera pas de ce genre de petites querelles. Elle va continuer d'encadrer les étudiants tchadiens. Les Tchadiens sont les bienvenus au Cameroun, les Camerounais sont les bienvenus au Tchad. La question devrait se résoudre. Nous allons lire quelques messages de ceux qui nous suivent et leur faire le plaisir de dire aussi quelque chose. Bonsoir à tous, très bonne thématique. Juste pour dire à monsieur Belibi, au professeur Belibi, que le Cameroun n'a jamais entretenu des relations vraies avec le Tchad. Et tout ceci de la faute du gouvernement tchadien qui alimente le terrorisme dans la sous-région. Ces propos vous engagent. Le président tchadien actuel est une forte révélation de cette infidélité car il est instrumentalisé par ceux qui l'ont mis au pouvoir. Car en moins d'un mois, il a fait partir un ambassadeur allemand et rappelé son ambassadeur du Cameroun. Ceci veut dire qu'il est manipulé. Didier Mvondo depuis Douala. C'est son point de vue. Bonsoir, monsieur le modérateur, mes respects aux panélistes. Il est souhaitable que les deux pays trouvent rapidement un terrain d'entente au sujet de cette divergence économique. Si le pays frère tire assez sur la corde, il convient de se demander s'il aura jamais des coups de frange pour se livrer à un bras de fer. Sa grande dépendance vis-à-vis du triangle national ne lui donnerait pas raison sur la durée. Monsieur Oona à Kribi.
Bon, on a lu ce message. Lisons encore un ou deux. Bonsoir à vous, très beau débat. Salomon depuis Nanga et Boko. Bon. Prenons encore l'intervention. Bon. Voilà les réactions de nos internautes. Nous allons prendre une ponctuation et revenir pour entamer le débat proprement dit de ce jour. Alors, nous sommes heureux de revenir sur ce plateau et d'aborder maintenant la question des langues héritées de la colonisation. L'Afrique est le laboratoire de beaucoup de langues héritées de la colonisation. Nous avons l'impression, à l'usage de ces langues aujourd'hui, qu'elles ont toujours existé. C'est pour cela que je vais me retourner d'abord vers le sociolinguiste et lui demander de nous situer la genèse des langues que nous qualifions comme langues héritées de la colonisation, notamment le français, l'anglais, l'espagnol, pour nous limiter qu'à ces trois-là. Il y a certainement le portugais et d'autres, mais limitons. À quel moment ces langues se sont introduites en Afrique? Merci beaucoup. Vous l'avez dit, vous les avez appelées langues héritées de la colonisation. Eh bien, elles sont donc arrivées en Afrique dans la valise du colonisateur. Ce sont des langues qui sont là depuis que le colon est là. Et ces langues, donc, dans un premier temps, ont été imposées aux populations africaines. De quelle manière? De la manière la plus violente qui soit. C'est-à-dire que lorsque nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, nous voyons que lorsque la colonisation allemande s'implante au Cameroun, l'Allemagne impose la langue allemande. Naturellement, lorsque la France et l'Angleterre remplacent l'Allemagne, eh bien, pour le cas de la France impose aussi le français. Et il me souvient que nos parents, quand ils allaient à l'école, il leur était interdit à l'école, même pendant la récréation, de parler leur langue. Il y avait des sanctions qui étaient infligées à ceux qui, par mégarde ou pour une autre raison, osaient parler leur langue. Donc, vous l'avez dit, ce sont des langues héritées de la colonisation, ce sont des langues coloniales au départ. Alors, je vais encore vous titiller un peu. Alors, qu'est-ce que nous avions comme langue véhiculaire en Afrique? Puisque, si nous prenons le cas du Cameroun, c'est quand même plus de 250 unités langues. Oui. Comment est-ce que les Africains communiquaient entre eux au vu de cette diversité? Oui, le Cameroun a toujours eu des langues véhiculaires. Le Cameroun a deux qualités de langue véhiculaire. Je voudrais bien préciser aux téléspectateurs ce que c'est qu'une langue véhiculaire. Très bien. Pour que les téléspectateurs comprennent bien ce que c'est qu'une langue véhiculaire, il faut peut-être qu'on évoque le statut d'autres langues. Oui. Par exemple, une langue peut être étrangère. Une langue peut être maternelle, c'est-à-dire que on appelle langue maternelle pas la langue de la mère ou du père ou de la famille, c'est la langue de première socialisation. C'est-à-dire que c'est la langue que le petit utilise dans ses tout premiers contacts avec son environnement. C'est cela la langue maternelle. Alors, les langues maternelles peuvent changer de statut et devenir des langues véhiculaires. C'est-à-dire que lorsque dans le corps social, il y a coexistence de plusieurs langues maternelles, il arrive qu'une des langues maternelles soit choisie par des locuteurs de langues maternelles différentes et ils en font donc leur véhiculaire, c'est-à-dire la langue par laquelle ils vont communiquer par-delà leur langue maternelle. C'est donc cela la langue véhiculaire. Alors, il a toujours existé au Cameroun des langues véhiculaires. Et aujourd'hui,
on peut dire qu'il y a comme une typologie de langues véhiculaires, c'est-à-dire il y a des langues véhiculaires qui sont nationales et des langues véhiculaires qui sont transnationales, si vous voulez. C'est-à-dire, par exemple, vous savez que le septentrion parle comme langue véhiculaire le Peul. C'est-à-dire que dans les 3 régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa, eh bien, les nombreuses populations locutrices de beaucoup de langues ont choisi le Peul, le Fulfulde, comme langue d'intercommunication. Mais nous savons aussi que le Peul est la langue véhiculaire la plus parlée en Afrique. Et le Peul est parlé dans 18 langues. Passez-moi le Peul est parlé dans 18 pays. Donc, le Peul devient donc non seulement un véhiculaire, mais un véhiculaire transfrontalier, transnational. Et donc, nous avons donc, par exemple, si vous prenez une langue comme le Douala, eh bien, le Douala est un véhiculaire. C'est-à-dire que dans le littoral, au sud-ouest, on parle Douala. Et vous savez que le Bakweri est une variante du Douala. Donc, c'est un véhiculaire national. En revanche, il y a des véhiculaires transfrontaliers, transnationaux, comme le Fulfulde, le Peul, ou le Betifang. Vous savez que le Betifang est parlé au Cameroun comme véhiculaire national, mais aussi hors de nos frontières. Il est parlé au nord-est du Congo, il est parlé sur la partie continentale de Guinée équatoriale, il est parlé au nord du Gabon. On sait aujourd'hui qu'avec le dynamisme des populations, il est parlé à Saint-Thomé et Principe, il est parlé plus loin encore en Angola, ainsi de suite, ainsi de suite. À ce moment-là, nous avons non pas un simple véhiculaire national, mais un véhiculaire transfrontalier, transnational. Alors, je vais revenir à vous. Docteur Banga. Oui. Les colons arrivent avec des langues dans leur bouche. Comment ils font pour nous soumettre? Comment ils font pour que nos langues, et même celles qui étaient véhiculaires, cèdent la place à la leur? Est-ce simplement en les imposant au niveau des institutions, de l'école? Comment ils le font pratiquement? Pratiquement, la langue du colon s'impose dans l'interaction entre le colon et le local. C'est-à-dire que lorsque le colon doit entrer en conversation avec le local, les locaux pensent qu'ils doivent pouvoir s'initier à la langue du nouveau maître. Et c'est donc comme cela que progressivement les locaux vont apprendre la nouvelle langue. Ils vont apprendre, vous dites. Oui, ils vont. C'est-à-dire qu'ils s'assimilent aux colons eux-mêmes. Bon, c'est d'abord un problème d'intercommunication. Oui. Ils veulent communiquer avec le nouveau maître. Oui. Et ils choisissent de le faire dans la langue du maître. Bien sûr. Bon, ça allait dans les deux sens. Chez les missionnaires, par exemple, protestants, les missionnaires apprenaient la langue locale, traduisaient le message évangélique dans la langue locale. Vous voyez? Donc, ils s'appropriaient la langue locale et traduisaient et inséraient dans le tissu social le message évangélique au travers de la langue locale. Bien. Mais il représentait quelque chose de prestigieux. Et les villageois auraient bien voulu que leurs enfants deviennent aussi éclairés et riches comme les missionnaires. Et ils voulaient donc eux aussi apprendre. Voilà. Professeur Marc Bruno Mailly, est-ce que les langues coloniales n'ont pas été plus fortes que les langues africaines qu'elles ont trouvées sur place? Parce que les langues, doit-on le dire, se comportent comme des organismes vivants. Est-ce qu'il n'y a pas eu phagocytose?
Je pense d'abord que une partie trop belle est dite aujourd'hui de la manière dont ces langues ont été introduites. Marx dit que la langue est la réalité immédiate de la conscience. Ça veut dire en réalité que vous ne choisissez que la langue qui sert vos propos dans la tête. Ça veut dire que la langue est en réalité connectée avec l'intentionnalité de celui qui va l'utiliser. Or, les colons ont utilisé la langue qui correspondait à leurs intentions, et leurs intentions étaient simples. L'aliénation des peuples africains. Et les langues qui leur permettaient d'aliéner ces peuples africains étaient bien sûr les leurs. Alors, ils ont sélectionné les langues qui permettaient de dominer ces peuples et d'en faire ce qu'ils voulaient. Prenons le cas du Congo belge. Les Belges avaient le choix entre faire parler, c'est-à-dire enseigner le flamand aux populations, ou encore leur enseigner leur variante de français qu'on appelle le wallon. Ils ont décidé que ce qui devait servir serait le français. Pas parce qu'ils avaient des peuples à aider, pas parce qu'il y avait des communications entre peuples, mais c'est que leur intention et la langue par laquelle leurs intentions aliénantes, colonisatrices et exploitatrices des Noirs devaient passer, c'était le wallon. Donc ce n'est pas parce que les gens ont été contents avec nous qu'ils ont dit voilà le français, on va causer avec les nègres le français, et que les nègres ont dit voilà non. Ce qui est sûr, c'est que la colonisation n'est pas une entreprise de bienfaisance. Elle est venue parce que le noir a été battu. Il a été battu parce que toutes les guerres qui se sont faites et déroulées après l'esclavage, nous nous sommes battus, il y a eu des résistances, mais le blanc a eu raison de nous. Excusez-moi de parler de manière aussi triviale. Le blanc a eu raison des troupes qu'il a trouvées sur place. Et maintenant, pour se rassurer que sa domination serait un fait, il a utilisé ses propres instruments linguistiques. Il aurait pu sélectionner une langue africaine et dire « je vous coloniserai à travers cette langue ». Mais il a fait confiance à la leur. D'abord, quand vous apprenez une langue, disaient les Césaires ou enseignaient les Césaires, vous commencez à penser comme l'homme qui pense cette langue-là. Pourquoi quand il y a des problèmes en Russie, ça ne nous préoccupe pas? Parce que nous ne parlons pas russe. Si nous parlions russe ou chinois, ou coréen ou encore autre japonais, quand un problème se trouve là, on parlerait. On ouvrirait la télévision japonaise quand ils parlent japonais. On serait sensible à leurs socios, à leur vécu. Or, c'est pas ça. Il fallait qu'on nous crée des fraternités, de confraternités, de commandes, où on peut de ce à travers quoi on devait nous contrôler les Africains. Et c'est ça. Ce n'est pas qu'on a voulu... Ce n'est pas que c'était une entreprise de bienfaisance. C'est pas que nos langues étaient pas suffisantes et ne pouvaient pas supporter les contenus que l'on pouvait faire. La preuve, c'est que pour entraîner l'armée au Congo belge, on ne les formait pas en franc-wallon. On avait sélectionné une branche de Lingala. De Kingala, le Lingala, et c'est ça qu'on leur enseignait. On aurait bien pu faire la même chose au Cameroun et dire, bon voilà, les Noirs du Cameroun, on va utiliser le Mundang ou encore la langue des Pygmées, et c'est comme ça, et c'est ça qui serait le véhiculaire de l'armée. Et on aurait les mêmes conséquences sans doute qu'au Congo belge, devenu Zaïre et aujourd'hui RDC. On aurait les mêmes conséquences peut-être que nous tous. La langue de l'armée Soudan, quand même, quelque part, le ciment national est le formant. On parlerait je ne sais quoi, imaginons la langue de Pygmée. Or, on ne le fait pas pourquoi? Parce que quelqu'un venait nous faire quelque chose qu'il avait préparé pour nous. Donc, en réalité, le français, l'anglais et autres langues indo-européennes ne sont pas ici pour aider au développement de ces pays-ci. Elles sont d'abord là pour satisfaire un programme colonial. Merci, professeur Bruno Maillet. Je me retourne vers le sociolinguiste, professeur Belibé. Le professeur Marc Bruno nous fait remarquer qu'au Congo belge, par exemple, une des variantes de Lingala a été utilisée pour former l'armée. Est-ce que cela explique pourquoi aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de langues, beaucoup d'unités langues au Congo Kinshasa, vous allez nous en donner à peu près le nombre, on a quand même l'impression que tous les Congolais s'expriment en Lingala. Est-ce qu'il y a eu une influence à ce niveau-là? Oui, c'est-à-dire que
la France n'a pas le même fonctionnement que la Belgique. C'est-à-dire que il y a deux petits pays européens, disons petits par la taille, oui. La Belgique et la Suisse, qui sont de véritables laboratoires pour nous. C'est-à-dire que la France suit le modèle jacobin. Les jacobins, ce sont les personnes qui ont réalisé, qui ont été à l'origine de la Révolution française. On les appelle les jacobins. Et donc, pour les jacobins, il faut une seule langue dans un pays donné, à l'exclusion de toutes les autres. Et c'est cette langue-là qui est, j'ai beaucoup aimé le mot, le ciment de l'unité. Et donc, ce centralisme jacobin a donc été appliqué d'abord à la France au sortir de la Révolution. La France a laissé tomber toutes ses langues régionales au profit du français. Il était interdit, comme cela a été interdit chez nous, de parler autre chose que le français. Donc nous avons un colonisateur dont le fonctionnement est centralisateur, à côté d'un autre qui reconnaît plusieurs langues. Le professeur Maï vient de nous rappeler. La Suisse et la Belgique sont des États qui fonctionnent avec plusieurs langues. Ce sont des États au plan politique, au plan administratif, plurilingues. À côté de cette France-là, la France que nous avons rencontrée, à ce moment-là, eh bien, c'est la France fidèle au jacobinisme, à la centralisation. Et donc, c'est ce qui fait la différence donc, entre, par exemple, le Cameroun qui a subi la férule de la France et à côté le Congo, l'ancien Zaïre, la République démocratique du Congo, dont la politique linguistique est d'ailleurs calquée sur le modèle belge, à savoir que, eh bien, il existe au Congo des langues officielles régionales. C'est-à-dire qu'elles sont 4. Il y a le Lingala, qui est une langue officielle régionale, à côté du Kiswahili, qui est une langue officielle régionale, à côté du Kikongo, qui est une langue officielle régionale, et à côté du Chiluba. Vous voyez donc il y a une langue officielle étrangère, le français, qui cohabite donc dans l'espace congolais avec 4 langues officielles régionales. Vous voyez donc, vous voyez que selon qu'on a été colonisé par la Belgique, ou la France, eh bien, on a des langues. On a une certaine tolérance. On a une certaine tolérance et l'émergence de langues véhiculaires officielles. Alors que la France, qui elle-même a tenté d'éteindre toutes ces langues régionales, a appliqué cela à toutes ses colonies, en particulier aux colonies africaines. Alors, docteur Banga, la France a appliqué à ses colonies la même rigidité qu'elle s'est appliquée à elle-même, c'est-à-dire l'imposition d'une langue unique à l'exclusion des autres langues. Exact. Le Cameroun francophone est-il devenu finalement un Cameroun français? Bon, il est francophone. Il est seulement francophone. Oui, oui. Il n'est pas un Cameroun français. Il n'est pas un Cameroun tout à fait français. C'est-à-dire que nous pouvons, ce n'est pas parce que nous parlons français que nous sommes forcément français. Nous pouvons faire du français un outil à notre service, pas forcément un outil qui nous aliène à la France. Est-ce que vous pensez que nous avons encore cette distance entre le français et notre pensée personnelle? Ne sommes-nous pas des Français? Le professeur Marc Bruno nous faisait remarquer que vous pensez tel que vous parlez, ou vous pensez à la manière de la langue dont que vous parlez. Est-ce que ce n'est pas ça réellement? Oui, dans un premier temps. Mais il peut arriver à un moment de l'usage ou de la maîtrise de la langue
que vous vous détachiez, n'est-ce pas, de vos sources. Donc, dans les théories polyphoniques, on dit que au départ, nous sommes des réceptacles d'autres voix, n'est-ce pas? Nous reprenons à notre compte les paroles d'autrui. Mais plus tard, n'est-ce pas, dans l'usage de notre langue, il arrive que nous puissions maintenant nous détacher des paroles d'autrui et créer nos propres paroles et trouver notre propre voix. Avec la langue d'autrui? Bien sûr. Alors, professeur Marc Bruno, est-ce qu'on peut parler la langue d'autrui et penser notre propre culture? Je pense que le consensus qui semble se dégager, c'est qu'au fond, on n'a jamais parlé le français et l'anglais, l'espagnol et autres langues que pour servir les intérêts des Français. Personne ne peut venir vous enseigner sa langue, c'est-à-dire sa propriété privée. Vous la donnez, si vous ne servez pas ses intérêts. C'est pour servir leurs intérêts qu'on nous enseigne, qu'on nous a obligés à utiliser ces langues. Et jusqu'à présent, pour servir les intérêts, même très simple. Regardez quand il y a un problème. On croit que parce qu'on est anglo, on parle anglais, on a des rapports que personne ne connaît, et ils sont étrangement, ça vient étrangement au Canada et à d'autres pays. Bon, parce que vous parlez cette langue, vous créez là, non, vraiment, nous sommes anglophones, on ne peut pas vivre avec les autres, qui même comme ils sont francophones, sentent que non, vraiment, les anglophonies, la même. Bon, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en réalité, votre mental est travaillé par la langue que pour le média que vous utilisez. Mais deuxièmement, maintenant, quand vous allez, autre chose quand on y va, j'aimerais poser la question de savoir, on peut être francophone sans pour autant adhérer à la francité. Je ne sais pas comment c'est possible, mais on peut établir une graduation de francité jusqu'à trouver qu'on est même... Il y a des Africains qui sont même plus français que les Français. La preuve, c'est qu'à peine quelqu'un a pris l'avion, il a atterri en France, que sa manière de parler a changé. Hein? Donc, il parle... C'est des gens qui... je risque de céder, les gens commencent à rire. C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là qui se pose. Vous avez déjà ça. Nous avons déjà souligné cette histoire-là qui, au Cameroun même, nous divise. Et nous sommes en train d'être divisés par la langue de deux colons qui, jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de la paix entre eux. La France et l'Angleterre en Europe même. Donc, nous sommes en train d'être divisés par eux. Deuxième chose, on a ça, que j'ai dit, au niveau de l'accent, de l'intonation, de croyance, savoir bien parler, étant lié à un savoir bien vivre. On a l'impression qu'il faut faire comme l'autre. Professeur Marc Bruno Maillet, vous êtes locuteur bassa, je crois. Est-ce que vous apprécierez qu'on parle le bassa avec une intonation de Betty? Est-ce que ce n'est pas rendre justice à une langue que de parler avec l'intonation de la langue? C'est sans doute. Lorsqu'on en arrive là avec la France, ça veut dire avec l'Angleterre, c'est qu'il y a une francité graduelle avant de devenir vraiment français, de parler le petit niçois. Ainsi de suite, il y a une francité graduelle. Et en réalité, c'est là qu'on nous a mis depuis la colonisation qu'il faut bien atteindre ça. Avec, en prime que si vous atteignez ça, vous aurez, c'est-à-dire vous deviendrez l'équivalent du blanc, ce qu'on appelait les intellectuels évolués pendant la colonisation. J'ai l'impression que beaucoup d'Africains et de Camerounais même ne sont pas encore sortis de cette problématique de l'intellectuel évolué. J'allais dire encore une chose en rapport avec ces langues. On dit on peut prendre la langue de l'autre et l'utiliser selon ses convenances. C'est ça qui est vrai. Mais est-ce qu'on peut manipuler toute chose selon à sa convenance ou selon toutes les convenances qu'on veut? C'est pas possible dans ce monde, à commencer par la sème au qu'on boit. L'eau a ses conditionnalités chimiques et vous devez vous conformer à celle-là si vous devez être quelque chose. Pourquoi les frères, les Chinois, les Japonais, les Coréens, les Ukrainiens même qui sont les grands amis de la France aujourd'hui, quand ils sont en train d'être lutter contre la Russie?
Pourquoi eux n'enseignent pas le français là-bas? On peut utiliser la langue de l'autre selon ses convenances. Nous avons un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous-même vous êtes enseignant, si vous avez remarqué que les élèves du secondaire, l'un des exercices, en fait, des plus faciles en français, mais qui les dépasse tous, c'est le commentaire composé. Oui, ils ne peuvent pas sentir un poème. Or, un poème se sent quand on parle et on vit une langue. Prenez par exemple des chansons quand on les dit dans nos langues maternelles. Vraiment, vous les sentez, vous êtes capable de faire un commentaire composé là-dessus. Mais quand ça arrive en français, tous les enfants du terminal trouvent l'exercice difficile alors qu'il est d'une simplicité. Et il est simple. On vous demande juste de sentir la langue que vous avez. Oh, vous êtes là. Pour répondre, de traiter l'exercice, on utilise un certain nombre de couverts. Il y a des répétitions. Le professeur disait que ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle, on croit qu'on a fait un exercice. Ok, nous allons encore interchanger avec nos téléspectateurs, si vous le permettez bien. Lisons quelques messages. Bonsoir Blériot, le métro et tout le plateau. La réaction tchadienne se fait peur. Oh, s'il vous plaît, facilitez-nous la lecture. Bonsoir l'équipe, vous avez eu la réponse à votre interrogation avec ce monsieur qui dit que Mahamat manque de maturité. Est-ce vrai d'ailleurs? À peine 3 ans au pouvoir, il a tué les... Non. Soyons... Ces langues étrangères se sont imposées avec la colonisation et évidemment qu'il faille regretter qu'elles soient pérennes. Il faut également admettre qu'elles nous permettent tout au moins d'interagir avec les locuteurs extérieurs. Il se pose aujourd'hui la question du choix d'une langue véhiculaire nationale, acceptée par consensus, pour asseoir ce que nous avons appelé une fraternité nationale. Bonsoir au panel et à notre modérateur. À mon humble avis, les langues étrangères font partie des rares bienfaits de la colonisation, parce qu'elles nous permettent aujourd'hui d'être tous en contact, sachant que chacun d'entre nous a déjà son propre dialecte. Sans le français, par exemple, nous ne pourrions pas tous communiquer au niveau national et même continental. Bon, c'est pas ce que pensent nos panélistes. Le problème aujourd'hui est que certains essaient d'oblitérer nos dialectes et patois au profit du français, par exemple, qui est devenu la langue maternelle de beaucoup, c'est-à-dire la première langue acquise au premier contact. Ces langues nous permettent d'être unis. C'est Loric depuis Efoulan. Bonsoir Blériot, commençons par distinguer les langues nationales et les langues étrangères. Même le français est une langue étrangère, sauf qu'elle a été consacrée langue officielle pour des raisons coloniales. Cependant, dans l'objectif curriculaire, et la France étant une des puissances mandataires, il nous a été imposé le système éducatif français. C'est ainsi qu'en 1945, un décret du Haut Commissariat instaure les langues espagnoles, allemandes, arabes, etc., comme langue étrangère. Ceci est le fac-similé du modèle éducatif français. Ce n'a pas été le modèle opératoire avec le système éducatif anglo-saxon. C'est ainsi que l'allemand commence à être enseigné en 1946 et l'espagnol un peu plus tard en 1953. Maintenant, pour répondre à votre question du jour, il faut simplement une volonté politique qui impose la révision du système éducatif. Dr Vando Richard Amarois. Nous prenons encore 1 ou 2 messages. Bonsoir à vous, très bon thème. Mais dites à vos panélistes de contrôler leur langage. Vous ne pouvez pas appeler un président... Bon, on a retiré... Un peu de tolérance aussi pour... Bonsoir le panel. Je voudrais saluer Dr Banga que j'ai perdu de vue depuis. Il n'a pas signé le message, nous aurions donné le... La langue est une langue imposée par le colonisateur. Pour sortir de ce joug, les Camerounais instaurent le camfranglais, You depuis Yaoundé. Alors, nous avons suffisamment avancé dans la problématique. Il ressort de nos échanges que le français, notamment, a été imposé par la volonté du maître, mais également que les Camerounais semblent se satisfaire
du fait qu'ils échangent en français. Est-ce qu'il faudrait considérer, je me retourne maintenant vers le socio-linguiste, le français désormais comme une langue africaine? Je veux dire, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à dénationaliser le français? Cette question est centrale dans la problématique du jour. C'est-à-dire que, avant de répondre à cette question, nous devons faire l'état des lieux. Alors, allons-y. Voilà. Faisons rapidement l'état des lieux. Alors, d'abord, nous ne pouvons même plus, en l'état actuel des choses, nous passer du français. Et pourquoi? Parce que les statistiques que nous avons, les travaux de nos collègues, je pense aux travaux du professeur Bichakodi, qui montrent que 60% de nos jeunes en âge scolaire n'ont plus pour toute langue maternelle que le français. Maintenant, il y a des travaux de sociolinguistes français qui montrent que pour 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Cameroun, même si nous voulions faire marche arrière, peut-être que nous ne le ferions pas. Nous ne le pourrions. Nous ne le pourrions pas parce que cela nous coûterait tellement cher que, faute de moyens, nous n'y arriverions pas. Le poids est exorbitant. Oui, le prix est exorbitant. C'est-à-dire que si nous renoncions aujourd'hui au français pour ériger une ou quelques-unes de nos langues en langues officielles, eh bien, peut-être que nous ne disposerions pas des moyens humains et matériels pour y arriver. Voilà les données. Et il y a même des travaux qui montrent que à l'horizon 2050-2060, pour le Cameroun, le Gabon et la Côte d'Ivoire, toutes les langues locales se seront éteintes. Voilà l'état des lieux. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ajoutons que le même professeur Bichakodi a étudié la dynamique des langues. Non, mais je voudrais que vous précisiez ce point-là. Vous dites que d'après les travaux du professeur Bichakodi, Zaché, que je connais. Zaché, oui. D'ici 2050. Non, Zaché ne le dit pas. Zaché ne le dit pas. Nous tenons cela des travaux d'autres Français. Des travaux de l'école française. Et pourquoi? Conservons cette constance. Oui. Nos langues nationales pourraient disparaître au profit du français. Ils disent ils vont disparaître. Ils disent qu'elles vont disparaître. Ils fixent même l'horizon, c'est-à-dire passer 2050-2060, elles seront éteintes. Les langues du Cameroun... Ce n'est pas du catastrophisme. Oui, c'est-à-dire que la dynamique... Et là, le professeur Bichakodi a questionné la dynamique des langues dans nos grandes cités. Il s'est rendu compte que des langues qui avaient été des véhiculaires nationaux, comme les Wondo, eh bien, face aux Français, à Yaoundé, les Wondo reculent. Et dans sa zone de véhicularité, qui était l'est du pays, où un véhiculaire Wondo a longtemps fonctionné, le Mongo Wondo, eh bien, Zaché Bichakodi et d'autres linguistes comme Renaud, qui ont travaillé à l'ancienne Université fédérale du Cameroun, observent que les jeunes générations ont troqué les Wondo contre le français qui est devenu leur véhiculaire, alors que le véhiculaire de leurs parents était le Mongo Wondo. Donc, l'état des lieux est défavorable à nos langues. Mais le français n'y gagne pas non plus. Lorsque nous creusons cet état des lieux, on se rend compte que le français que les Camerounais devront bientôt tous parler, eh bien, ce n'est pas le même français qu'ailleurs. Que, en réalité, la langue française court un risque mortel de dialectalisation. Il faut que je précise à l'attention de nos téléspectateurs que
les langues meurent pour deux raisons. Soit parce qu'elles cessent d'être parlées, ce qui risque d'être le cas de nos langues. Mais elles meurent aussi parce qu'elles sont trop parlées. C'est-à-dire que nous avons dans l'histoire le cas de langues impériales. Chacun de nous a entendu parler de l'Empire romain. Eh bien, la langue romaine est morte parce que l'Empire était devenu tellement grand que la norme macrolectale, c'est-à-dire la langue normée, ne réussissait plus à empêcher l'apparition des pidgins. Jusqu'au moment où, à un moment donné, donc, les gens parlaient français, ils parlaient roumain, ils parlaient catalan, ils parlaient espagnol, et ainsi de suite. Ils croyaient qu'ils parlaient latin. Eh bien, le latin s'était fragmenté et avait laissé naître des langues qui ne réalisaient plus l'intercompréhension. Donc, c'est en même temps que les langues locales risquent de mourir à cet horizon, eh bien, nous ne sommes pas sûrs que le français leur survive, parce que le français lui-même est menacé par le risque de dialectalisation que nous venons d'évoquer avec ce qui est arrivé à la langue impériale de l'Empire romain, le romain, et qui a disparu tout simplement. Donc, l'état des lieux appelle, comment dirais-je, un consensus fort. C'est-à-dire que ce qui pousse, parce qu'il faut bien reconnaître que des cabinets de géopolitique de tout temps ont poussé à la mort des langues locales africaines. Eh bien, ceux qui poussent à la mort des langues africaines ne sont pas sûrs de gagner à ce jeu de dupes, parce que le français lui-même risque de se dialectaliser, c'est-à-dire que nous risquons l'apparition de français créolisés, pidginisés, tel qu'à un moment donné, lorsque nous n'aurons plus que le français à parler, eh bien on va réaliser que le français de certains milieux n'est plus intercompréhensible, n'est plus compréhensible par les francophones d'autres milieux, et le français lui-même sera mort. Donc, merci. Docteur Banga, oui. La situation telle qu'elle est décrite par le professeur Belibi nous fait froid au dos. Y a-t-il un risque réel de disparition systématique de nos langues au vu des travaux qui ont été réalisés jusqu'à présent par les scientifiques? Des langues nationales. Des langues nationales, bien évidemment. Oui. Il y a eu ces prévisions-là, n'est-ce pas, des linguistes français, qu'à l'horizon 2050, 2060, nos langues... Sans subjectivité aucune? Non, pas vraiment. Sur la base de faits. Des faits, des travaux comme ceux du professeur Bidjakoudi, que à Yaoundé, de Douala, n'est-ce pas, 60% de nos élèves ne parlent plus les langues nationales. Donc, les langues nationales ont disparu avec cette génération, ont disparu. Vous savez que la disparition suit un certain schéma là, où on a une génération de bilingues, oui. Mais c'est la génération transitoire, et la génération de bilingues, les parents bilingues, donnent naissance à des enfants monolingues. Oui. Donc, les parents bilingues qui ont vécu avec leurs parents, n'est-ce pas, qui parlent les langues nationales, donnent naissance à des enfants monolingues. 60% dans les grandes cités. La situation est inquiétante. Oui, tout à fait. Et également, la dénationalisation du français est en cours. Le professeur Belibi parle davantage de la dialectisation du français. Est-ce que le français lui-même, devenant langue africaine finalement, ne va-t-il pas s'éclater? C'est tout à fait certain. Professeur Pierre Dumont, je crois, a été le premier à parler du français langue africaine. Et il a même commis un livre qui porte ce titre, le français langue africaine. Et effectivement, le français comme langue africaine
n'est-ce pas, ne sera plus le même que le français de métropole. Et puis, même en Afrique, n'est-ce pas, il ne sera plus le même au Cameroun qu'au Gabon, et au Mali. Et même à l'intérieur des mêmes pays. Tout à fait, on peut... beaucoup de variantes. Oui. Des variantes de ce français-là. Tout à fait. Professeur Mailly, vous qui êtes par ailleurs un panafricaniste, comment vous accueillez cette triste nouvelle? Pour moi, elle n'est pas triste. De la disparition des langues nationales. Non, elle n'est pas triste. Regardez les Africains et dites-leur que... Pour moi, elle n'est pas triste. Elle vaut deux choses. Oui. Elle vaut pour ceux qui la soutiennent, ou la défendent. Elle vaut pour ceux-là. Donc, c'est à eux de justifier ça et de dire ce qu'ils veulent. Oui. La deuxième chose qu'il y a là-dedans, c'est que elle vaut pour... je dirais, mais c'est la même chose. Elle vaut juste pour ceux qui la soutiennent. Parce que le problème de la langue, ce n'est pas celui-là. Il faut qu'on comprenne bien, ou que les téléspectateurs comprennent bien, quelle est la situation actuelle. La situation actuelle, c'est qu'à la fin de la colonisation, certains États, contrairement à d'autres, ou si on veut, certaines anciennes colonies, contrairement à d'autres, ont trouvé, parce qu'ils avaient peur de ce que les Occidentaux allaient faire, ils ont trouvé qu'il ne faut pas débattre ou remettre en cause le statut de la langue de l'envahisseur occidental. Ça a été le cas du Cameroun, ça a été le cas du Gabon, ça a été le cas de la Côte d'Ivoire. C'est même aussi le cas du Nigeria. Bon, mais maintenant il y a une dynamique et il y a une dialectique locale dans ces pays-là même. La vérité aujourd'hui qui se pose, pourquoi le français se parle? Le français se parle parce que c'est une langue de culture. Ce n'est pas parce que les autres langues ne sont pas importantes. Et on ne peut pas, je vais vous prendre une chose très simple. Prenez un ouvrage fondamental et fondateur comme la problématique de l'idée d'une philosophie africaine de Towa. Les religieux avaient bien fait de dire que leur intention était de domestiquer le noir dans sa langue. Ce n'était pas de nous aider. Donc, pour autant qu'ils pouvaient, on traduisait la Bible dans Ambassa, on la traduisait en Douala, on domestiquait les noirs dans leur langue. Et de préférence, par exemple, dans le cas du Douala, on a choisi une langue de domestication qui pourrait être compréhensible par un certain nombre de gens. C'est la même chose qu'on a fait de Boulou et d'autres. Donc, il n'y a même pas un problème. Maintenant, après cette phase de domestication dans des populations africaines, les Africains ont eu un problème, c'est que pourquoi est-ce que peut-être le Mongo-Wondo, qui était une langue de domestication elle aussi, et de Grèce, c'est parce que ce ne sont pas des langues dans lesquelles on véhicule un contenu scientifique, un contenu savant. Si vous voulez apprendre la Bible, c'est parfois très intéressant de lire les textes traduits dans vos langues quand vous vous insérez dans ces univers bibliques. Mais en dehors de ça, vous n'apprenez rien. Or, la culture qu'on apprend, on enseigne aujourd'hui à l'école et partout, c'est une culture pour laquelle il serait souhaitable, que ces contenus soient instillés, travaillés et diffusés dans ces langues-là. Personne ne faisant cet effort, on s'étonne que ces langues disparaissent. Parce que ce qui est culturel, symbolique et grand, c'est ce qu'un individu, fût-il enfant, vise instantanément. Et c'est la raison pour laquelle ces langues ont un problème. Deuxième chose, tant que vous ne le faites pas, ces langues, prenez par exemple quelqu'un qui va parler Bassa. Le Bassa est très bien comme langue. C'est même peut-être la plus grande des langues. Mais il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas philosopher, c'est-à-dire avoir le niveau de philosophie de Hegel et autres, quand on va commencer à parler de Bassa, et même le pourrait-on, qu'il n'y aurait peut-être que 3 personnes avec lesquelles on va causer. Or, la science ne se fait pas avec 2 personnes ou entre 3 personnes. La science a besoin de se faire avec le maximum de locuteurs possible. La mathématique, on ne la traite pas avec 5 personnes parce qu'elle parle bien et Odo. On a besoin que les contenus logiques de la mathématique puissent être diffusés et parlés par
un panel d'une centaine de personnes. On n'organise pas un colloque pour toi tout seul ou pour 2 ou 3 personnes. On organise un colloque pour un maximum d'individus. Voilà les difficultés de ces langues. Donc, je ne sais pas si ces langues vont disparaître au profit du français. Je sais surtout que si très peu d'efforts continuent à être fournis comme on les fournit actuellement, on fournit très peu d'efforts pour que nos langues acquièrent le contenu symbolique nécessaire pour que les gens raisonnent, ils vont avoir un problème. Les gens on dit qu'il y a le sida, on dit qu'il y a le HIV, mais comment est-ce qu'on dit microbe en bassa? Pourtant, c'est une notion très simple. Vous voulez que quelqu'un parle une langue dans laquelle, c'est-à-dire, quand il se met à réfléchir, ça devient un problème. D'accord. Professeur Marc Bruno, l'état des lieux est fait et il est inquiétant. Pour ceux qui s'intéressent au jargon apocalyptique, au jargon catastrophique, nous avons été suffisamment servis. Mais sortons un peu de ce catastrophisme et essayons de projeter un regard d'espoir. Pour le sociolinguiste que vous êtes, qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire pour protéger nos langues de ce grand risque de disparition? Qu'est-ce que nous devons faire techniquement? Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y avait des pays laboratoires. Et s'agissant de la question que vous posez, Israël est un laboratoire pour nous. Justement. C'est-à-dire que on a enseigné pendant des décennies, pour ne pas dire plus, que l'hébreu était une langue morte. On a considéré parmi les langues mortes l'égyptien pharaonique, l'hébreu et d'autres, le romain, le latin. On a considéré que c'était les langues mortes. Et puis, 1948, Israël jette à la mer l'occupant anglais. Et Israël devient indépendant. Mais maintenant, est-ce qu'on va être indépendant avec la langue de l'ennemi héréditaire? Est-ce qu'Israël va être indépendant avec l'anglais? Eh bien, un linguiste, sa famille et quelques collaborateurs ont ressuscité une langue morte. Pourquoi l'hébreu a-t-il été ressuscité? Parce que l'hébreu était écrit. Donc nous avons là un laboratoire vivant. Il faut dire que Israël, du point de vue de la population, est un tout petit pays. Mais l'hébreu est la 6e langue dans le domaine de la publication, des publications scientifiques, après l'anglo-américain, après le russe, après le mandarin, après l'espagnol, le français. Eh bien, la langue qui suit, c'est comme par hasard une langue qui a retrouvé vie en 1948. Donc, une des précautions utiles que nous devons prendre pour qu'un jour naisse, à supposer qu'elles viennent à mourir, pour qu'un jour naissent nos langues, eh bien c'est de les fixer par écrit. Ça, c'est la première chose. La première précaution. L'autre précaution, et là, je voudrais regarder nos téléspectateurs dans les yeux. Eh bien, la première chose pour donner vie à une langue, c'est de l'enseigner à ses enfants. Nous devons transmettre nos langues parce que c'est un héritage. Nous avons reçu en héritage nos langues, nous avons le devoir de les transmettre. Donc, nous-mêmes, locuteurs de nos langues, oui, nous devons faire l'effort de transmettre les langues à nos enfants. De transmettre les langues à nos enfants. En les parlant. Voilà, ça c'est le deuxième niveau. Mais le niveau le plus important est institutionnel. C'est-à-dire, nous le disions tout à l'heure, les prévisions montrent que il faut des moyens humains et matériels colossaux pour rattraper la situation. Quel même matériel colossaux? Les moyens matériels, il faut des savants. Le professeur m'a parlé tout à l'heure du métalangage. Pour faire les sciences, on a besoin de la métalangue.
Il parlait de microbes. Ça, c'est de métalangage. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui codifient la langue et permettent qu'on accède à tous ces métalangages-là de la science. Parlons de la France et parlons de français. L'école La Pléiade, ça veut dire quelque chose. Bien sûr. Mais combien de gens étaient dans cette école? Or, c'est la Pléiade qui a organisé le français que nous parlons aujourd'hui. On n'a pas eu besoin de je ne sais trop quoi. C'est la Pléiade, le groupe qui l'a fait. Et il faut former ces gens-là. Est-ce qu'on a formé ces gens, professeur de l'idée de dire il ne venait pas. Et deuxième chose, il me semble, c'est qu'il semble, parce qu'on dit une chose, moi je prends le cas des religieux. Non, ils avaient besoin de nous domestiquer dans nos langues. Alors, ils ont fait cet effort-là. Bon, nous, comme apparemment, nous n'avons pas le besoin de sortir de notre aliénation culturelle, nous ne faisons aucun effort. Et tout à l'heure, en parlant, vous avez dit, il faut des moyens colossaux. Et en plus, les études sur lesquelles on se fonde, il y en a qui disent, les Africains ne pourront pas. Moi, justement, je suis même d'accord avec eux. Puisqu'on a dit depuis l'esclavage que le noir était un grand enfant. On a répété, enseigné pendant la colonisation que le noir ne peut rien faire. Et même ce qu'un juif peut faire, même ce qu'on fait dans les pays basques, pour tout un continent d'1,5 milliard d'habitants, ça nous dépasse. Donc, une fois qu'un blanc s'est foutu ça dans la tête, et que les noirs sont des fainéants, ne peuvent rien faire, alors tout ces discours-là deviennent réalité. Hein? Et qu'ils ne sont réellement pas vrais, parce qu'ils ne sont fondés sur aucune évolution dialectale réelle. Comment nos langues sont-elles nées, puisqu'on y est? Le bassa, le béti et tout ça. En fait, ce ne sont que des dialectes d'une langue plus grande. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, quelle est la langue mère? En fait, c'est le dialecte du pharaonique. Oui, l'égyptien. Bon, maintenant, vous croyez qu'il faut des efforts fondamentaux pour apprendre le pharaonique? Non, c'est sûr, c'est un petit effort. Vous vouliez nous conduire, que nous retournions à l'égyptien pharaonique. Non, je ne veux pas. Nous sommes en train de parler de ça. Non, lorsque le professeur Belibi soulignait les langues, quand il a revenu à la problématique hébraïque. Mais nous pourrions bien retourner à cette problématique, à cette réalité de l'égyptien pharaonique, n'est-ce pas? Comme langue source pour nous tous en Afrique. Non, je ne sais pas, c'est d'abord un choix global. Bon, le problème est le suivant. Oui. Nous avons cet héritage qui est là. L'Égyptien pharaonique est mort. Nous pouvons le ressusciter comme nous pouvons le ressusciter. Mais nous avons des langues locales qui sont vivantes, qui sont parlées. Pourquoi vous éludez la résurrection de l'Égyptien pharaonique? Je ne l'élude pas. La situation de nos langues qui, bien sûr, sont nées de l'Égyptien pharaonique, nous sommes tout à fait d'accord. Puisque ça peut être une langue, un retour de fierté. Un retour de fierté, d'accord. Mais le problème que nous posions est celui des langues qui sont là. Non, attendez, moi je vais prendre en termes elles sont là, elles ne sont pas encore mortes. Oui. Il faut faire quelque chose. Il faut les protéger, de la mort possible. De la mort probable. Qu'est-ce qui fragilise ces langues? Parce que ce qui est très intéressant, c'est de voir comment on défend le français et comment on l'organise et le promeut. C'est-à-dire des travaux, ne serait-ce que des travaux, par exemple, des dictionnaires. Pour un mot, on vous dit tel mot vient du grec et il a pu évoluer comme ceci. Or, le vrai problème, c'est que nos langues que l'on dit qu'elles existent ont un problème de strate linguistique. On se dit que c'est le langage parlé au village, en termes sociolinguistiques, s'il peut parler comme ça. C'est lui qui apparemment semble fondamental, parce qu'il est quelque part le plus proche de la source de 1910 ou 1918, quand la guerre mondiale finissait. Ça veut dire que nos langues de l'intérieur souffrent d'un problème, celui du renouvellement, même de leur compréhension. C'est-à-dire que quand on va prendre un mot, et on se dit que signifie réellement ce mot? Pourquoi? Quelle est la racine de ce mot? Vous verrez que même cet effort, ceux par exemple qui ont travaillé ce qu'ils ont appelé les langues là, comme le bantou commun, le proto-bantou et tout ça, ça dit ceux qui ont essayé de faire ces études de masse linguistique ont un problème, c'est qu'ils ne donnent pas toujours l'évolution logique même d'un mot.
Alors que pour nous Français, on peut le faire. Donc nos langues ont un problème de renouvellement de stock intérieur. Et le stock intérieur, c'est parfois 800 mots seulement. Hein. Alors, le docteur Manga n'est pas spectateur. Alors, cet échange très nourri a aidé suffisamment nos téléspectateurs. Docteur Manga, nos langues courent vers leur mort. Nous devons les sauver. Un certain nombre de pistes ont été élaguées déjà. Vous pensez que l'Égyptien ancien pourrait être une bouée de sauvetage pour les Africains en général, sans évidemment évacuer les langues existantes qui courent le risque de mourir? Est-ce que le retour à l'Égyptien ancien pourrait être une bouée de sauvetage pour les Africains en général? Pourquoi pas? Bon, si l'on fait de la spéculation pure, intellectuelle, on peut bien... Ça se limiterait à la spéculation pure? Nous avons quand même un modèle, un laboratoire. Israël a ressuscité l'hébreu. Oui. Une langue qui avait disparu elle aussi. D'accord. Maintenant, il faudrait que l'Égyptien ancien soit codifié, etc. Il paraît qu'il l'est déjà. Ok. Je ne vais pas parler de moi, mais j'ai fait quelques études en égyptien ancien. Il paraît qu'il l'est déjà. Bon, alors, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit enseigné. Enfin, il y aura quand même un problème matériel. À quel niveau exactement? Le faire, le diffuser, demande des moyens. Ça ne demande pas des moyens, vous ne voyez pas? Non, je ne suis pas panéliste et puis je ne suis pas linguiste. Non, il faut des enseignants, il faut du matériel didactique, des livres, des manuels, etc. etc. Est-ce que les universitaires que vous êtes, vous ne faites pas une fixation sur les moyens au point que la chose ne puisse pas décoller? Vous avez pris l'habitude à l'université de toujours demander des financements pour des choses aussi simples. Sauver quand même l'humanité africaine. Non, monsieur, je reviens à vous. Bon, je voulais d'abord dire que la situation de nos langues au Cameroun n'est pas la même pour toute l'Afrique. Ouais. Donc, il ne faut pas la généraliser. Oui, comme précisait le professeur Belibi tout à l'heure, il nous est arrivé au Cameroun de tomber sur la France. Et la France avait sa politique jacobiniste centraliste qui exclut toutes les langues, n'est-ce pas, et impose une seule langue. Oui, ça c'est ce que nous avons subi. Oui. Notre réaction actuelle. Oui, comme vous avez une vue générale sur l'Afrique, oui. Je voulais simplement dire que notre cas spécifique n'est pas celui de toute l'Afrique. Et comment résoudre notre cas spécifique, le cas du Cameroun, oui. qui est en train de voir ses langues mourir et disparaître, mais qui a quand même encore ce petit réflexe qu'il pourrait retourner à l'Égyptien ancien. Ah, l'Égyptien ancien au Cameroun? Oui, pourquoi pas? Seigneur. Monsieur, je reviens à vous. Oui, d'accord. Il n'y a pas de souci, on pourrait bien. Tout est possible, oui. Mais il faut y mettre les moyens. D'accord, nous reviendrons sur la question des moyens, encore que je ne suis pas des institutions. Oui, oui. Moi, je réitère ce que j'ai dit, à savoir que nous sommes presque à la fin. Oui, face à la problématique, en deux mots, face à la problématique de nos langues maternelles, de nos langues locales camerounaises, eh bien, je confirme qu'il faut de gros moyens. Parler de moyens financiers. Humains et matériels. Par exemple, un problème central dans la diffusion de nos langues, c'est le problème de la standardisation. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Nyem? Ça veut dire que si vous prenez une unité langue comme le Bakoko, eh bien, il existe beaucoup de variantes du Bakoko. Vous avez à l'embouchure le Yakalak. Vous avez à Edea l'Adie. Vous avez à la ferme suisse un dialecte, un autre dialecte. Vous avez à Nyanon là-bas un autre dialecte encore. Il existe plusieurs dialectes. Vous avez même du côté d'Ngolitouba un autre dialecte. À Douala,
le dialecte que parle la communauté de Mila. Vous voyez, nous avons une unité langue, le Bakoko, mais plusieurs dialectes. Et la première précaution à prendre, c'est d'ériger un des dialectes en dialecte standard, en dialecte de référence. Parce que si nous décidons d'enseigner le Bakoko, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs variantes du Bakoko. Il faut que nous ayons une variante pour avoir une orthographe, pour avoir une grammaire, ainsi de suite. À partir de là, nous allons procéder à la codification. Mais ce ne sont pas des obstacles insurmontables. Ils ne sont pas insurmontables, mais il faut y mettre déjà les moyens. C'est ce que je dis. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Pourquoi est-ce que des gens, par exemple, ont décidé de rédiger la Constitution de 96. Et c'est qu'ils croyaient effectivement que vraiment c'est le français qui doit être le ciment. Donc nous avons un problème de représentation sociale négative de nos langues. Il faut tout un travail pour déconstruire toutes ces représentations sociales négatives. Alors, vous voyez que 90 minutes n'ont pas suffi à faire comprendre la nécessité et le caractère impérieux et même impératif du retour à nos langues et de la protection de nos langues qui sont en train de disparaître. Nous remercions nos nombreux téléspectateurs de l'Afrique du dedans et du dehors qui ont écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt les échanges entre ces éminences grises. Nous espérons que nous allons continuer sur de telles problématiques afin de réveiller l'Afrique. Nous estimons d'ailleurs que ce sont ces problématiques-ci qui sont des problématiques véritablement africaines. Je vous remercie d'avoir participé à ce programme. Merci, Dr Banga, d'avoir honoré ce programme. Merci. Merci, professeur Marc Bruno Mailly. Merci, professeur de Libye. Nous disons merci à toute l'Afrique qui nous a suivis. Ce programme est rediffusé sur les antennes d'Info Télévision tous les mercredis lorsqu'il est 14h. Et nous sommes heureux que vous ayez passé autant de temps de passion à échanger et à interchanger avec nous. Nous nous retrouverons lundi prochain, certainement avec une problématique aussi alléchante que celle que nous avons eue ce soir. Merci et très bonne soirée à vous. Bonne suite des programmes sur Info Télévision.